Mais où sont donc les dinosaures? Il n'y a pas une année qui s'écoule au Talmud Torah sans que, à la lecture de la paracha Bereshit, l'épisode de la création du monde tel qu'il est raconté dans la paracha de cette semaine, un enfant du Talmud Torah ne surgisse avec cette question assez embarrassante. Mais où sont donc les dinosaures? Si vraiment le monde a été créé ainsi, en 6 jours, il y a 5783 ans, demande systématiquement ce petit malin, pourquoi est-ce que Tyrannosaure Rex ou Triceratops n'apparaissent nulle part dans la Genèse? Je dis ce petit malin parce que cette question est effectivement maligne, intelligente, et je soupçonne toujours l'enfant qui pose cette question au Talmud Torah d'être le meilleur candidat pour devenir un jour, au choix, un pilier de synagogue ou pire encore, un rabbin. Effectivement, tout lecteur sérieux de la paracha Bereshit doit se demander s'il peut vraiment croire que le monde aurait commencé ainsi. Au commencement, jour 1, puis 2, puis 3, jusqu'à la création de l'homme au 6e jour. À cette question, le plus célèbre des commentateurs, Rashi au XIe siècle, répond très très clairement et il dit « Si tu penses que l'ordre de la création dans Bereshit est une description chronologique de l'apparition du monde, tu devrais avoir honte. L'olimed amikra ba mukdamim ve'amerucharim klum. La Torah n'apprend rien sur ce qui est venu avant et après. » Et l'argument que Rashi met en avant est qu'au début de la création du monde, l'Esprit de Dieu flottait à la surface des eaux. C'est ce qui est écrit. Oui, mais si tel est le début du monde, qui donc a créé les eaux? Personne ne nous a rien dit sur la création des eaux. Pourquoi les eaux auraient-elles précédé la création du monde? Ça n'a pas de sens. Conclusion, ne cherche pas à y voir une description chronologique précise, mais alors qu'est-ce qu'il faut y voir? Que nous enseigne ce texte qui ouvre la Torah? Quiconque le lit avec attention perçoit que le récit qui est fait, pas tant l'histoire d'une création, où le français l'entend, il n'y a rien et puis pouf, il y a quelque chose, mais plutôt une affaire continue de séparation. C'est ce qu'on appellerait en hébreu une affaire de havdalah, de différenciation. Au départ, il y a les eaux, et puis après, Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il y a des luminaires, et puis il y a un grand et un petit luminaire. Il y a des animaux, et puis il y a ceux qui volent et ceux qui rampent. Il y a une humanité, et puis il y a Adam et Ève, et il y a une coupure entre eux. Bref, vous l'entendez, absolument tous les éléments de la création sont affaires de césure, de coupure, de séparation. La création de Bereshit, en hébreu elle s'appelle Bria, ce qui étymologiquement a quelque chose à voir avec un autre mot que vous connaissez sans doute. Bria, c'est le même mot que bar ou bar mitzvah. Ça veut dire le fils ou l'enfant. En fait, la création de Bereshit, c'est plutôt un processus d'enfantement au sens de séparation des origines. Un enfant, c'est ce qui au départ fait un avec ses parents, et qui va se couper d'une origine pour advenir. Et de la même manière, tout le processus de Bria dans la Genèse, c'est le passage constant du 1 au 2, de la fusion à l'existence différenciée. Vous le voyez, on est très très loin de la création au sens physique ou scientifique du terme. La paracha Bereshit raconte que le temps est compté, non pas à partir de l'origine physique de quelque chose, mais à partir du moment où cette chose se sépare, à partir d'une coupure, exactement comme dans l'entrée dans l'alliance, qui passe toujours par une coupure, par une séparation. La paracha Bereshit, qui ouvre la Torah, c'est aussi un épisode qui nous invite à penser la notion du temps dans la pensée biblique, ce qu'elle sera ensuite dans la pensée rabbinique. Le temps, vous le savez, dans le judaïsme, commence toujours le soir, dans l'obscurité, précisément parce que la paracha le dit ainsi, Vayehi erev, Vayehi boker, il fut soir, il fut matin. Aucun jour ne commence à l'aube, à l'apparition de la lumière, mais dans la conscience d'une nuit qui tombe, dans le flou qui oblige à faire un effort de distinction, à différencier les objets et les espaces. Et puis le temps juif, vous le savez, a la particularité d'être à la fois solaire
et lunaire, c'est-à-dire suivre les saisons, recommencer chaque mois avec la nouvelle lune. Pour nos sages, cette double connexion du temps au soleil et à la lune dit quelque chose du rapport particulier du judaïsme au temps qui passe, à savoir la question essentielle, le temps est linéaire ou cyclique, continu ou répétitif. Le soleil, pour nos sages, c'est l'astre de la répétition, comme les saisons qui reviennent d'année en année, comme ce que raconte le livre de Qohélet, l'Ecclésiaste, qu'on lit à Sukkot, qui dit « En chadash tachat hashemesh » il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ce qui a été fait sera fait. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Le règne de cet astre raconte toujours la répétition. Par contre, la lune, elle raconte l'arrivée d'un mois nouveau. Un mois, en hébreu, ça se dit chodesh. C'est le même mot que chadash, la nouveauté. Vous le voyez, si le temps juif est à la fois solaire et lunaire, c'est qu'il est à la fois un temps qui reconnaît que tout recommence et que rien ne recommence, que rien ne change et que tout peut changer, que tout est comme avant et que rien n'est comme avant. Et pour répondre à la question de notre petit malin de tout à l'heure, que ce n'est pas parce que le texte ne parle pas des dinosaures qu'ils n'ont pas existé, que le récit de la Genèse n'est pas celui de la chronologie du monde et d'une évolution scientifique, mais qu'il peut dire quelque chose de la vérité, qui n'est pas la réalité. Voilà comment commence l'histoire, comme une invitation à réfléchir. C'est exactement comme ça que s'appelle le temps en hébreu. Zeman. Zeman. Le temps en hébreu, c'est du quoi? Man. C'est de l'interrogation permanente. C'est le rapport au questionnement qui est à l'origine du monde et à l'origine du texte. Alors bienvenue dans le monde de la Genèse. Shabbat Shalom.